temps pour inventer des business nouveaux. Donc on a créé un incubateur en interne, uniquement Et vous avez une équipe d'incubation? On a une équipe d'incubation dans laquelle moi je suis, on est 4 ou 5 autres, une équipe d'incubation. Voilà. Donc on passe du temps là-dessus, on a passé du temps à essayer de comprendre comment travailler les équipes, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça. On est à peu près les seuls dans les entreprises de cette taille-là, c'est assez rare. Enfin, beaucoup d'entreprises dans le 440 font ça, je fais ça, en fait, etc. Donc ça, c'est un exemple de ressources, parce que moi, j'y passe du temps. Vous montez l'incubateur, etc. Bien sûr, bien sûr. On a aussi créé des partenariats avec 5 startups, essentiellement françaises. Donc, quel Là aussi sur des domaines. Votre domaine ou autre chose? Non, c'est pas forcément oui, indirectement dans le domaine, si vous voulez, mais on pense que par exemple, on a un gros enjeu sur la relation client, par exemple, dans notre métier. Voilà, si on considère que dans les 4 ou 5 ans qui viennent, il y a un gros enjeu, il faut qu'on soit très bon là-dessus. Ouais. On est allé chercher des startups qui pourraient nous aider sur cette partie relation client. Et qui font quoi, par exemple? Alors, il y en a une, c'est une entreprise toulousaine qui s'appelle MyFeedback, qui a inventé le QR code. Vous voyez ce que c'est le QR code? Oui. Et donc en fait, qui traite. Vous mettez un QR code sur un. Souvent, c'est sur un Ah oui, emballage. d'accord. Hein, et qui traite toute l'information consommateur que vous remontez de QR code. Hein. Donc ça, c'est une start-up toulousaine, hein, qui marche ça très bien, avec lequel on est en train, et on va même jusqu'à envisager de mettre le QR code dans le biscuit. Hein, d'accord, donc ce serait, Ah oui, moulé. ce serait non, même pas moulé, ce serait une encre, si vous voulez, alimentaire. Ah ouais. Donc voilà, des Je choses qu'on va faire vais avec eux. manger avec mon iPhone, boum. Oui, exactement. Je vois. Et vous allez pouvoir Et faire des les commentaires sur le ingrédients, biscuit en disant il est pas assez croustillant, il est trop sucré, etc. Ouais. etc. Ça partira directement à cette société MyFeedback et qui, elle, voilà, traitera tout ça et qui nous remettra derrière. Ça, c'est on travaille avec une société qui est dans le. Je pense qu'ils sont dans le. Non, c'est pas dans l'Uberon, c'est dans les Cévennes, voilà. Qui fait des biscuits crus. Ça s'appelle Biscru, d'ailleurs, la société. C'est tout petit, ils ne cuisent pas. Donc c'est tout petit. Et voilà, donc ça c'est un autre partenariat qu'on est en train d'essayer de examiner une démarche intéressante. D'accord. On travaille avec une société qui se trouve près de Moissac, qui fait du sucre à base de fruits uniquement. Donc il ramasse les déchets des fruitiers, si vous voulez, voilà, dans la campagne, et qui crée du sucre liquide, la plupart du temps, à base de fruits, 100% à base de fruits. Donc là aussi, dans les démarches de santé dans lesquelles on est dans l'alimentaire, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. D'accord. Donc voilà, mais bon, on en a 2 ou 3 autres. Donc là aussi, on y passe du temps. À chaque fois. Oui, là, on est plutôt dans l'agroalimentaire, ou en tout cas spécifique à notre métier. Enfin, spécifique à notre métier. Un des enjeux, voilà, de la relation client dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas spécifique à l'agroalimentaire, c'est pas que agroalimentaire. On fait en sorte aussi, et ça c'est fondamental, parce qu'on a un autre pilier, parce que nous on a cette partie innovation sociale, mais on a aussi l'innovation. Produit. Oui, produit si vous voulez, mais c'est pas que ça. La plupart des entreprises, l'innovation, c'est le marketing et la R&D, de toute façon. On va voir, c'est la techno. On associe beaucoup ça. Sinon, on veut changer tout ça. Parce qu'on se dit, si on doit attendre qu'un mec au marketing ou un mec à R&D qui se lève un matin avec une idée miraculeuse, peut-être qu'on peut en attendre 10 ans. Quoi. Donc on a décidé de mettre en route, mais on n'est encore une fois pas les seuls. Il y a des sociétés, Whirlpool fait ça, Gore fait ça, enfin c'est très intéressant. Il faut que les 800 qui fassent, Pixar fait ça, vous connaissez Pixar, qui font les studios de dessin animé, c'est une société Pixar. Oui, bien sûr. Steve Jobs lui. l'avait créé, il l'a revendu à Disney. Oui. Donc on a regardé aussi comment eux faisaient toute leur partie création, développement. C'est intéressant d'aller dans d'autres secteurs. Moi, je dis toujours chez moi, si vous voulez faire de l'innovation, la créativité, n'allez surtout pas voir d'autres entreprises biscuits, parce qu'elles ne sont sûrement pas très innovantes. Elles n'ont pas trouvé beaucoup d'autres choses que ce que nous on aurait pu faire. Donc allez voir dans d'autres secteurs. Vous savez que les ingénieurs d'Apple, ils les envoient dans les supermarchés pour avoir des idées, pour avoir la créativité. Hein. Bon, bref, pour revenir sur le sujet, donc on essaie de faire en sorte que les 800 salariés français soient des acteurs d'innovation. On a 30 coachs d'innovation en interne, Oui. on a formé à des séances de créativité. Et donc on organise des séances de créativité en permanence, de façon très très régulière, partout dans l'entreprise, pour justement travailler sur de nouveaux produits. Ce sont certains de vos salariés qui ont été formés donc, Bien sûr. pour animer des sessions de les sessions de créativité. créativité. Moi j'ai travaillé je vous le disais en introduction, dans le private equity pendant de nombreuses années. Et c'est une belle analogie à faire. C'est-à-dire qu'on voyait 1000 dossiers par an, l'entreprise a acheté. Hein. On en regardait attentivement 100, on investissait dans 10 et on en investissait une ou deux. Il y a deux qui marchaient. Donc pour moi, c'est la même analogie au niveau de l'innovation dans l'entreprise. Il faut multiplier
les idées au plus sont... Et oui, dans l'entreprise et dans la société en général. Oui, bien Sauf sûr, que bien sûr, comme parce qu'après, il y a un autre axe dans cette innovation, on essaie de développer un écosystème beaucoup avec l'extérieur. Une des leçons qu'on a tirées aussi de nos visites, de nos enquêtes, etc., c'est que la plupart des entreprises innovantes étaient celles qui avaient développé un écosystème ultra efficace et trouvé beaucoup de partenariats avec leur écosystème. D'accord. Parce que c'est pas en restant recroquevillé sur vous-même que vous êtes capable d'être innovant. Apple, vous savez, la plupart de ces choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été chercher avec des petits partenariats, avec des petites startups qui faisaient des tas de choses. Hein. Microsoft, c'est la même chose. Hein. Mais Donc, Apple, c'est très ils intéressant. n'avaient pas un mode de fonctionnement managérial qui était comme le vôtre, c'était l'opposé. C'est-à-dire qu'Apple, vous avez un Steve Jobs qui était Vous visionnaire. avez quand même un organigramme qui est très très plat. Oui, mais avec un type visionnaire qui force l'innovation, qui impose ses idées très très innovantes, avec un mode de fonctionnement à caractère plutôt despotique. Je sais ça. C'est pour ça que Apple, regardez, Oui, Steve Jobs s'en va, ça commence avec... Moi j'ai fait des forums depuis 1 an et demi, je dis, donc c'est dans plein de caméras partout, je dis de toute façon ils vont se casser la gueule. Voilà. Et donc vous voyez, donc c'est pas très résilient en l'occurrence, parce que c'est une entreprise qui tient sur un seul homme, si vous voulez, ça ne peut pas marcher. Enfin, ça marche, mais c'est pas durable. Oui, voilà, c'est ça. Donc nous, on fait en sorte qu'il y ait vraiment et on a sorti quelques produits emblématiques chez nous qui sortent de séances de créativité avec les ouvriers. Même, hein, Vous avez un exemple que vous aimez on a même raconter d'autres exemples en de produits interne? qui marchent très bien. Michel Augustin, vous connaissez Michel Augustin ou pas? C'est une petite boîte dans l'alimentaire, il fait du biscuit avec nous et des yaourts. C'est D'accord. très très haut de gamme. Ouais. Ils nous ont choisi parce qu'on était une boîte très très innovante et le 2 ou 3 de leurs premières références, les références qui sont sorties d'ateliers créativité chez nous, D'accord. près du terrain. Voilà. Donc on a des exemples de réussite. Comment vous récompensez les salariés qui participent? On ne récompense pas, c'est-à-dire que... Enfin, on n'est vraiment pas dans la carotte et le bâton, si vous voulez. Enfin, on est dit dans le bâton, mais non pas dans la carotte non plus. Oui, on est dans un Nous, projet, nous, vous l'avez dit nous, tout à l'heure. Nous, si vous voulez, ce qu'on installe, c'est que les gens sont dans une mission. C'est ça. Et c'est ça qu'il est. Et donc, une des façons de... J'aime pas le terme récompenser. Mais, si vous voulez, c'est d'abord qu'ils participent à une aventure collective qui individuellement les dépasse. Qui nous dépasse un peu tous, individuellement, mais collectivement, ça fait vraiment du sens. Donc en fait, vous dites... Alors excusez-moi, je termine. Deux, c'est-à-dire, il y a un énorme intérêt aussi chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens chez nous, quand ils le veulent, sortent de leur métier d'origine et font des tas d'autres choses. Et ça, c'est aussi une forme de reconnaissance, de récompense, appelez-le comme vous voulez. Ouais, moi, j'ai eu pendant Oui, on des mois reconnaît une les commerciale. talents. C'est la reconnaissance des talents, Oui, des bien sûr. potentiels. Moi, j'ai une des commerciale idées. qui est une commerciale qui travaille. Parce que nous, on travaille avec la grande distribution, qui était à la grande distribution depuis 15 ans en interne. Elle s'est portée volontaire pour être dans une équipe qui était en train de transformer un site industriel. Elle y est allée. Elle passe 5 ou 10% de son temps à faire ça. Mais elle découvre d'autres choses, elle connaît mieux les usines, donc elle est meilleure dans son métier aussi. Elle est meilleure pour défendre les usines vis-à-vis de notre client. Donc c'est ça, nous, qu'on amène, cette espèce de... Mais il n'y a pas de récompense, c'est-à-dire... Il n'y a pas de récompense individuelle. Pas individuelle, alors bien sûr, on a de l'intéressement, ça, bien sûr, hein, ça, il y a une participation. Mais on va quand même jusqu'à distribuer 15% de réseau d'exploitation. Hein. C'est pas des petits montants, hein. C'est pas, on ne donne pas les miettes avec le PDG, si vous voulez, qui a 50, 100 ou 200 fois plus que la moyenne de ses salariés. On n'est pas là-dedans. Alors, Donc, c'est comme s'il y avait une possibilité de ne pas récompenser parce que vous savez reconnaître. Vous reconnaissez, donc vous n'avez pas besoin de récompenser. Et c'est beaucoup plus difficile de reconnaître les talents, les idées et les bonnes idées parmi les milliers qui bien sûr. arrivent. Alors maintenant, si vous voulez, moi je ne veux pas vous faire de la langue de bois. Ça engendre aussi des souffrances, hein, ce qu'on fait. Ça engendre aussi des souffrances. Alors, Essentiellement dans l'encadrement. Et essentiellement dans le cadre dirigeant. Ce qu'on a mis en place pose une question. Enfin, pas une question. C'est le rôle du manager. Le rôle du manager. Et en plus de ça, le rôle du cadre dirigeant. Vous savez que les cadres passent plus de 60% de leur temps à faire plus de 60% de reporting. Enfin, donc plus de 60% des cadres passent plus de 60% du temps à faire du reporting et du contrôle. Ça aussi, c'est des enquêtes qui sont disponibles. Enfin, je veux dire, c'est effrayant. Donc nous, on a arrêté tout ça. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de reporting. Vous avez tout d'un coup une espèce de vide qui se crée pour ces gens-là. Et moi, ce que je leur dis depuis des années, je leur dis, allez à l'extérieur. Le rôle des cadres dirigeants, c'est d'aller à l'extérieur. Et d'amener les autres extérieurs. Et d'amener l'extérieur à l'interne. Et de réfléchir à ce que sera l'entreprise dans 5 Donc ou le 10 ans. rôle, C'est ça, c'est votre créer rôle. des liens. Oui, bien sûr. C'est développer cet écosystème, trouver des partenaires, réfléchir à ce que sera la boîte dans 5, 10 ou 15 ou 20 ans. C'est ça le rôle des cadres dirigeants. C'est pas de savoir d'aller voir avec le mec qui m'avait dit la semaine dernière que tu allais faire ça, ou t'en es. Pas passer la moitié de temps, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je pousse beaucoup mes cadres. Et alors là-dedans, il y en a qui se sont transformés. Ouais. Qui ont trouvé un pied, ils ont trouvé un nouveau bâton maraîcher. Épanoui à ce coup. Et puis il y en a qui sont... C'est une catastrophe. C'est C'est ça dont j'ai dû me séparer d'ailleurs. Il y en a qui sont Ah, il y en a dont j'ai dû me séparer. Mon DRH, j'ai dû m'en séparer. Il y a pas de Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas là où je voulais aller.
pas donner. Vous savez, vous êtes dans le lâcher-prise, c'est compliqué. Eh oui. Quand vous avez le pouvoir de le lâcher. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, votre leadership est quintuplé, enfin, il est décuplé, votre leadership. Mais autrement, ça suppose Autrement, parce que les autre gens, dans le regard des autres, Ouais. vous voyez qu'ils sont là, putain, merci de nous avoir permis de faire ça. Ouais. Merci de nous avoir permis de vivre cette aventure humaine. C'est ça que les gens me disent aujourd'hui. Hein. Donc ce leadership, si vous voulez, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais cela dit, c'est très exigeant, parce que comme vous arrêtez tous les boutons de manchette et tous les machins, ben les gens ne sont invités, y compris les cadres dirigeants, ne sont associés quand les gens en ont envie, ils pensent qu'il va amener de la valeur ajoutée. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très très exigeant de ce point de vue-là. Des cadres dirigeants qui sont là et qui, les gens estiment qu'ils n'apportent pas de valeur ajoutée, mais ils ne sont pas là. Et donc, comment est-ce que vous... Donc ça peut créer de vraies souffrances. Comment vous définissez Heureusement, c'est pas la majorité. la personnalité ou les compétences de celui qui sait faire ça et qui est apte à entrer dans cette logique-là? Beaucoup de l'humilité. Bien sûr, il faut des valeurs humanistes, hein, sinon, je veux dire, sinon, Et après, on les repère. Il faut croire en l'homme, si vous voulez. Après, on repère le fait qu'il y ait quelqu'un qui croit en l'homme. Oh, si on le repère, on ne le repère pas comme ça. Je pense qu'il faut passer du temps avec les gens. Il faut passer du temps. Avant que vous connaissiez les gens bien, il faut passer. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote pour qu'on comprenne bien de quoi vous parlez là? Qui fait que donc deux anecdotes. Une qui serait celle de quelqu'un d'une histoire que vous avez eu avec quelqu'un dont vous pensiez que ça allait marcher, et puis il y a quelque chose qui a été rédhibitoire, et inversement, quelqu'un dont vous disiez oui, je ne sais pas trop, puis vous avez été surpris très positivement en disant là, la personne s'est épanouie. Mon DRH, moi j'ai longtemps cru que j'allais. Parce que j'ai passé des heures, on a passé des heures de conversation en faisant le monde. Oui, faisons ça. En faisant ça, ce qu'on fait là. Pourquoi elle, comment, etc. C'est des heures, j'ai longtemps cru, y compris le soir, j'ai longtemps cru que j'allais pouvoir le convaincre. Et en fait, ça ne s'est pas passé, quoi. Jusqu'à un moment où, quand j'ai organisé l'usine d'un bout au banc, j'ai dû mettre un vrai cordon sanitaire autour de lui, si vous voulez, pour justement l'empêcher d'aller traîner ça va être là-bas. Il ne comprenait pas comment on laissait de l'autonomie au directeur d'usine. Il y a quand même 400 personnes dans l'usine Montauban. Il ne comprenait pas comment on laissait de l'autonomie au directeur d'usine dans sa politique salariale dans l'usine. Et comment lui, en tant que DRH, ne pouvait pas avoir le dernier mot. Enfin, vous savez, on est là, on est dans le pouvoir. Voilà. Donc lui, si vous voulez, le point le plus important, c'est le lâcher prise, en fait. Vous avez eu les moyens, vous avez eu le pouvoir, et vous n'y arrivez. Et là, vous êtes obligé de le lâcher, vous êtes obligé de le donner à d'autres. Mais vous avez d'autres types de pouvoirs qui s'installent, mais vous êtes obligé de le donner à d'autres. Donc ça, le DRH, voilà, et j'ai dû finir par... Je m'en suis séparé. Ouais. Enfin, quand même, le gars qui était quand même qui était censé être mon bras droit. Enfin, vous donnez ça à un DRH, un projet comme ça, collaborateur. vous donnez un projet comme ça, il s'éclate. 98%, normalement, les DRH doivent s'éclater. Ouais, on a fait une étude sur la pratique managériale, on a questionné 3000 DRH dans le monde. On peut vous dire qu'il y a de tout. Hein. Ouais, et ceux qui sont propices à ce que vous dites, c'est une petite minorité qui existe, mais... Enfin, bon, il y avait quelque chose pour un DRH, si vous voulez, qui était enfin, le DRH dans l'entreprise dans laquelle on est, si vous voulez, ça doit être le bras droit du patron, quoi. Parce que c'est ça qui est important, c'est comment mobiliser les gens. J'irai un peu plus loin, je pense que le DRH, c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes le manager de l'humain dans tout ça. Parce que ce que vous dites, c'est le biscuit, oui, d'accord, il se trouve qu'on a des usines qui fabriquent des biscuits, mais ça, c'est les machines. Vous, votre métier, c'est pas faire fonctionner les machines, c'est faire fonctionner les gens. Et donc, ce que vous êtes en train de nous raconter tout à l'heure, ça n'a rien à voir de spécifique au biscuit. Non, absolument pas, absolument pas. Vous savez, j'en ai cité quelques autres tout à l'heure. Enfin, de toutes les tailles, de tous les secteurs, les entreprises ont fait ça. Hein. Et alors, le résultat des cours, si vous voulez, on a pris 5 points de part de marché sur les 6 dernières années. On est à plus 18%, je vous appelle le dire, on est à plus 18% là, fin avril, on est dans l'alimentaire. Hein. J'ai recruté 30 ouvriers cette année dans les 5 usines. Alors qu'il y a Donc, tous ces discours, si vous voulez, autour de réindustrialiser, le modèle allemand, la compétitivité, il faut baisser les charges, enfin tout ça, c'est un discours qui me passe à des kilomètres au-dessus, si vous voulez. Parce que moi, je me bats au quotidien avec les salariés, et ça marche. Non, c'est ça pas marche. vous. J'arrête d'attendre des autres et de l'État qu'il faut baisser les charges, etc. Je pense que c'est... D'ailleurs, le modèle allemand, parlons-en. Si vous voulez, le modèle allemand, ce qui est assez bizarre, c'est que on parle assez rarement de la partie du modèle allemand qui est liée au fait que, justement, c'est beaucoup plus de consensus dans les entreprises. Les salariés sont beaucoup plus associés aux décisions. Ils sont dans le conseil d'administration en Allemagne depuis longtemps. C'est beaucoup un réseau d'entreprises familiales qui a vraiment le sens du long terme. Moi, une des choses
ce que je veux faire aussi, c'est sortir de cette dictature de court terme, c'est insupportable. Et c'est absolument, c'est rivé sur ce qui va se passer le mois prochain, ou dans les 2 mois, dans les 3 mois, c'est pas ça qui est important. La vie d'une entreprise, si vous voulez, c'est comme la vie tout court, la vie d'une entreprise, il y a des hauts et des bas. Notre vie à nous, elle a aussi connu des hauts et des bas, mais la vie d'une entreprise, c'est exactement la même chose. Et donc c'est pour ça que les business plans, c'est absurde, si vous voulez. Moi, si vous faites un business plan maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du plus 5, plus 7, plus 8, c'est ça que je vais écrire, parce que... Oui. Mais en réalité, c'est quoi? Cette année, je fais du plus 18, peut-être l'année prochaine, je fais du moins 10, c'est possible. Mais quelqu'un va écouter quand je dis ça? Oui. Vous prévoyez du moins 10 l'année prochaine? C'est quoi ce délire? Oui, donc sortir cette dictature de court terme, sortir du fait que l'humain soit toujours la valeur d'ajustement, la première, c'est insupportable. Alors tout le monde dit ça aujourd'hui, beaucoup disent ça, mais qui le change réellement? Qui sait vraiment le changer? On a racheté une entreprise en 2008. On a racheté pas mal d'entreprises parce que moi c'était mon métier à l'origine. On a racheté une entreprise en 2008. Les 2 années qui ont suivi, enfin à partir de la 2e année qui a suivi cette acquisition, ça commençait vraiment à aller pas bien, quoi. Les résultats se déclinaient, on perdait de l'argent, etc. Et on a chiffré la fermeture. Chiffré. Bon, voilà. Si vous êtes un bon manager, il faut chiffrer aussi cet aspect-là. On a chiffré, etc. Ça tenait la route. Puis on s'est dit, c'est pas notre projet. On va aller voir les gens, on va leur expliquer la situation, et on va essayer de sortir par le haut. C'était par le haut, par le haut, c'est la première ligne de mon exploitation. Ça a amené des nouveaux projets, nouveaux produits, nouveaux chiffres d'affaires. Parce que les managers qui font ce qu'on appelle le downsizing, couper dans les coûts, fermer l'usine, enfin, vous en allez en trouver partout. Il faut être un peu courageux, mais il ne faut pas particulièrement ni doué, ni brillant, ni innovant. Par contre, des gens qui vont vraiment faire croître la première ligne de mon exploitation sur leur entreprise, là, il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de monde. Enfin, résultat des courses, alors on a eu la chance aussi, résultat des courses, 2 ans et demi après, on a investi 2,5 millions d'euros dans le site. Et le site est en train de faire comme ça. Alors, je ne dis pas qu'on fera chaque fois comme ça, mais c'est juste vous dire que 95% des entreprises auraient fermé. On n'aurait pas considéré cette option-là. On ferme et on passe à autre chose. Mais moi j'ai fermé des sites et je sais ce que c'est. Quand vous fermez des sites, vous voyez tout de suite l'impact dans le résultat. Le mois suivant. Mais pendant 3 ans, vous allez ramener derrière. Les partenaires sociaux dans ces cas de figure. Si vous voulez, les partenaires sociaux, au début, bien sûr que ça. Bien sûr que. Je dirais que c'est plus des partenaires sociaux aujourd'hui. C'est des partenaires. C'est des représentants du personnel. Parce qu'on ne peut pas discuter avec 800 personnes tout le temps, c'est pas possible. Sur les grands enjeux. Et donc, parce qu'ils perdent une part de leur pouvoir quand même. Parce que le climat social est évidemment bon, on en est bien compte, on résout des tas de choses comme ça au quotidien, donc il y a beaucoup moins cette espèce d'esprit de revendication qui vient. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans les grandes questions. Comment est-ce qu'on partage la création de richesse? Comment est-ce qu'on la partage tous ensemble? Et là, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait des efforts quand ça va bien? Ce que vous nous dites, c'est qu'à partir du moment où vous créez un environnement dans lequel cet échange-là est possible dans une relation adulte, vos interlocuteurs rentrent dans cette dimension. Il faut parfois un peu de temps, parce qu'au début, il y a des... on a commencé ça en 2006, donc ça fait 7 ans. Au début, il y a toujours un peu de suspicion, de manipulation, en disant, vous savez très bien où vous allez, vous me faites participer, mais tout ça, c'est de la... Voilà. Mais c'est progressivement que la confiance s'installe. Moi, je pourrais vous montrer des petits films. Vous savez, on a eu plusieurs prix, l'entreprise a eu plusieurs prix. Ici, même au niveau national, on a eu plusieurs prix de management de l'innovation. Aujourd'hui, dans les entreprises comme Airbus, comme Orange, comme Mouchon qui viennent nous voir. Je vais dire, mais comment vous faites, quoi? Voilà. Donc c'est aussi ça, et la forme de... Vous parlez de récompense, de reconnaissance, les gens savent qu'Airbus viennent. Vous savez, Airbus, l'image que ça a ici dans la région, quand vous avez Airbus qui vient chez le Poule, fabricant de biscuits, si vous voulez juste voir comment on est organisé, c'est une vraie satisfaction pour les gens. Donc, et ça marche. Enfin, on a des bons résultats, quoi. Oui, l'entreprise n'est pas partie à vol d'eau, c'est loin, bien au contraire. Et c'est vrai que la plupart des entreprises qu'on a étudiées et qui sont sur ces grands principes-là fonctionnent beaucoup mieux que leurs concurrents, beaucoup mieux. Donc vous dites bien, il y a 2 dimensions. C'est une vision qui transcende tous les intérêts particuliers. Là, vous avez posé une vision qui explose même le secteur d'activité. C'est changer le monde. Oui, complètement. Et puis après, il y a une méthode qui consiste à essayer de faire ça déjà soit au quotidien, en implémentant des mécanismes qui transforment le lien entre les acteurs et qui cherchent à réinventer en continu. On travaille avec un philosophe et un historien, par exemple. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est ce qu'on fait, parce que je trouve que c'est tellement important de créer des ponts entre l'entreprise et le milieu académique, et en particulier le milieu culturel au sens large. Mais il vous aide à réfléchir, il vous aide à prendre du recul, il vous aide à prendre un peu la mesure des choses, si vous voulez. Là comme on est dans la démocratisation de l'entreprise, le type il vous explique comment ça se passait chez les Romains ou chez les Grecs il y a 2500 ans. Et c'est là où vous prenez un peu de recul et vous prenez un peu
C'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant. Faire les On liens. essaie de recruter aussi d'autres profils aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'on Comme attend quoi souvent quand vous recrutez? Moi, je peux pas recruter plus de littéraires, par exemple, pour l'instant. De littéraires, D'accord. au sens large. Ouais, parce que sinon, on recrute toujours les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc. Et puis, finalement, vous avez une entreprise qui Donc, est vous voulez monolithique, quoi. Une diversité de Oui, culture, on essaye, c'est fondamental. diversité de statut. Fondamental. Fondamental. Oui, c'est très très important, si vous voulez. Souvent, quand vous recrutez, c'est quoi les critères? Chercher la compétence, c'est bien de moi. Chercher un gars sérieux, quelqu'un de sérieux, rigoureux, précis, c'est important. Voire obéissant. Là, il doit rentrer dans le moule, etc. Tout ça, c'est très bien, c'est fondamental. Mais grand Dieu, pourquoi on n'accorde pas aussi d'importance à d'autres qualités humaines? Lesquels? La créativité, la passion, l'innovation, le sens Les valeurs humaines, la solidarité, l'humilité, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les deux? Pourquoi est-ce qu'on ne prend qu'une partie? Les 5 premières sont importantes, elles sont fondamentales, mais les 5 suivantes le sont moins autant. Et de ce point de vue-là, très très peu d'entreprises sont humaines. Parce que justement, il y a toute une qualité que vous voulez sous-vestier en rentrant. Vous enlevez la veste et puis vous mettez votre costume et le soir vous rentrez, quoi. Alors que la plupart des gens, quand même en dehors de ça, en dehors de l'entreprise, sont des gens responsables. Ils élèvent des enfants, ils votent, ils sont dans des associations, enfin ils font des tas de trucs. Parce que dès que vous voulez rentrer dans l'entreprise, vous êtes en train de complètement les embrigader dans un... Alors je vais vous donner une info et puis poser une question. Nous, parmi les actions que nous déployons, il y en a une qu'on appelle le CV citoyen, qui consiste à, et on fait ça avec le syndicat des conseils en recrutement, avec le comité olympique, avec plein de gens, avec l'association des DRH, et on les entraîne dans la prise en charge de ce que la personne fait à l'extérieur. Alors que la loi en France dit, tu n'as pas le droit de regarder, tu n'as pas le droit de poser la question, si la personne est engagée dans ceci, ça, tu n'as pas le droit. Nous, on dit, au contraire, il faut, si on veut comprendre la personne, il faut regarder ça. C'est encore plus important que les compétences. Il ne faut pas les nier, les compétences, mais quelqu'un qui a des valeurs, s'il n'a pas encore les compétences, elle va les acquérir. Bon, quelqu'un qui a les compétences, qui n'a pas de valeur, ça, il va falloir ramener beaucoup plus. Donc, on travaille là-dessus, peut-être qu'on pourra en parler. Et la deuxième chose, comme ça je vois que c'est en train de glisser, la deuxième chose, c'est que vous nous avez beaucoup parlé de l'entreprise, et ça c'est vraiment très passionnant. Et bravo déjà pour tout ce que vous faites. Maintenant, vous ne nous avez pas dit une chose, vous concernant vous personnellement, vous êtes issu de la région? Non, pas du tout. Non, je suis belge d'origine. Et donc vous êtes là par hasard. Tout à fait par hasard. Et donc cette région... je ne crois pas au hasard, mais c'est Alors, un autre sujet. Ouais. Je ne crois pas au hasard. Mais je ne crois pas vraiment pas au hasard. alors, Je pense que... Est-ce qu'il y a un déterminisme régional? Est-ce que vous avez réussi, vous pourriez le faire ailleurs? Bien sûr, je vous le dis, je suis des entreprises américaines qui font ça n'a rien à voir, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, par contre, la question c'est les spécificités. Mais d'abord, vous dites que vous ne croyez pas au hasard, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui fait C'est-à-dire que que je ne sais pas au hasard que je fais ce que je suis en train de faire. Oui, d'accord. Voilà. Parce Oui, que c'est des c'est valeurs en que je vous. porte depuis longtemps. Et je trouve là l'occasion, enfin, j'allais dire, puis quand même... De les appliquer, Voilà, de les exactement. organiser. Et donc je pense que c'est pas le hasard, j'aurais pas pu l'appliquer ailleurs probablement. Oui, vous avez rencontré cette situation-là, Oui, vous l'avez vue. Il fallait la voir, il fallait Ouais. ensuite la construire et avoir la Ouais, vision bien et sûr. savoir la mettre en Donc, œuvre. et moi, en plus, moi j'étais alors, j'ai fait mes études en Belgique, j'ai fait une école de commerce et Sciences Po en Belgique. J'ai rêvé de faire une carrière diplomatique. C'était ça mon. Je rêvais ça depuis tout petit. Voilà. Diplomate. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été un passionné d'histoire. Et donc j'ai présenté le concours diplomatique parce qu'en Belgique c'est un concours. Mais je suis terminé 13e, mais il me prenait que les 10 premiers, sur 100, 300. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Tant pis, je vais aller bosser, quoi. Et donc j'ai démarré dans la vie professionnelle, j'ai démarré dans la finance. Je suis un pur produit de l'industrie financière. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Je travaille beaucoup dans des holdings, essentiellement. Quelques postes opérationnels, mais beaucoup dans des holdings ou dans du private equity, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Un peu la brebis galeuse dans ce monde-là, si vous voulez. C'est un peu... voilà. Mais bizarrement, c'est quand même ce monde-là, finalement, qui m'a permis de faire ce que je fais. C'est ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, évidemment, je porte beaucoup de valeurs humanistes, vous vous en rendez bien compte. On ne peut pas faire ça sans y croire. À fond, une chose que je ne vous avais pas dit, si vous voulez, même, on est parti, moi, on pourrait y passer la nuit. C'est qu'en fait, c'est très difficilement copiable, ce truc-là.
C'est en ce sens-là que je disais en début. Pour nous, on pense que c'est vraiment un avantage concurrentiel énorme et très ultime, parce que c'est très difficilement copiable. La quoi Mais tout ce qu'on Oui, fait. oui, non, mais vous dites c'est vraiment là. L'avantage concurrentiel Ah oui. ultime, si Oui, vous c'est voulez, ça. parce que les produits, on les copie. Oui, vous dites Les- l'avantage ultime, c'est que c'est pas mais copiable. Enfin, si copiable, mais c'est long. Ouais. Ça fait 7 ans de boulot derrière. Oui, c'est et ça. encore, on est qu'au milieu du guet. Hein. Et d'abord, il faut qu'il y ait un cinglé en haut. Oui. C'est ça qu'il faut. Parce que les prétextes et les occasions sont fortes, si vous voulez. Donc vous dites revenir en fait, arrière, hein. le vrai leadership, c'est avoir une vision de l'humain. C'est pas une vision du marché, c'est une vision de l'humain. Et On peut après, avoir une avec vision les du gens, on marché va aussi, construire. hein. Mais après, on va construire la vision du marché avec les gens. Oui, bien sûr. Mais on peut avoir une vision du marché aussi, l'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez. Mais Oui, ce qui vous a fait prendre la décision d'arrêter Private Equity, cette entrée-là, c'est votre vision du marché, c'était pas la vision de l'humain. bon, à l'époque, c'est en 2001, à l'époque, c'était essentiellement la vision de marché. Hein. Je pensais que Paul était capable de faire beaucoup mieux, si vous voulez, sur le plan des D'accord. résultats, que ce que ça D'accord. faisait. Donc c'est quand même venu par la vision de marché. Si tu veux. D'accord. Puis après, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres choses qui sont au moins aussi importantes, quoi. Et en fait, même en termes de vision de marché, si vous voulez, ce qu'on fait aussi, c'est intéressant comme débat aussi, ça. C'est-à-dire que un des rôles aussi des cadres dirigeants, je pense, c'est de détecter les signaux faibles. Les signaux faibles sont à l'extérieur, vous devez les détecter, les cadres dirigeants sont là pour ça aussi. Pouvoir faire en sorte que l'entreprise réagisse en fonction de détection de signaux faibles. Et donc d'avoir cette vision, justement. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que les 800 salariés puissent Des avoir détecteurs. voilà. Chacun C'est est pour ça un qu'on scanner. On les forme beaucoup. Mhm. Au cours d'exploitation, au marché, on leur montre des études de marché, on leur fait des formations sur le prix de revient, enfin, on leur donne les résultats, ce que je disais tout à l'heure. Combien de tout le temps passer par chacun en formation? Je sais pas, mais les budgets de formation sont très très conséquents, hein, Oui. évidemment très très conséquents. Donc, mais j'ai pas le chiffre en tête. Donc, si vous voulez, à la fin, cette vision marché doit être portée aussi par tout le monde. Et pas par une seule personne, quoi, ça va de soi. Enfin, moi, je me dis, Oui, mais justement, on est dans ce monde complexe, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un leader, que l'exercice de leadership soit le même qu'il y a dans le monde qui était quand même plus simple il y a 10, 15, 20, 25 ans. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une seule personne qui soit au fait de tout ce qui peut se passer. Prendre les donc décisions vous dites, à si tous les on moments. place tout le corps social en vigilance de tous les signaux faibles et en imagination des meilleures réactions, des meilleures anticipations, alors on n'a pas besoin de bâtir l'appropriation des projets parce que les projets, on les bâtit tous ensemble de Oui, fait. bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a des tas de développement produits qu'on sort aujourd'hui, je n'aurais pas pu imaginer il y a 2 ou 3 ans. Hein. C'est vraiment parce qu'il y a une équipe à un moment donné qui a trouvé que l'idée était bonne, qui a démarré avec les... Voilà, par exemple. Et sans que vous décidiez quoi que ce soit, il n'y a pas eu de budget alloué, il n'y a pas eu... Là que ça se fait. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. On est aussi beaucoup pour l'expérimentation. Il faut expérimenter le droit à l'erreur. Putain, qu'est-ce que c'est important, le droit à l'erreur. Si les gens n'expérimentent pas. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que les entreprises qui sont innovantes, j'ai du mal à comprendre, elles ne peuvent pas aller totalement, si elles ne sont pas aussi innovantes en interne, dans l'ensemble de leur processus. C'est ça. Si vous engueulez chez quelqu'un qui fait une connerie, vous ne pouvez pas être innovant. Si dès que quelqu'un vient avec une idée, il dit, mais la première question que vous posez, c'est combien ça rapporte, combien ça coûte et quand on démarre, ben non. Enfin, nous, on est très très large. Alors, à un moment donné, il faut fermer, évidemment. Mais vous savez, les chemins d'innovation sont parfois très très tortueux. Très très tortueux. Il y a des choses qui se passent. Il y a vraiment un truc, et voilà. Enfin, tout le monde sait très bien que les plus grandes innovations, elles sont venues par le... Voilà, c'est le hasard complet, il y a un moment donné. Mais si vous voulez, c'est... Donc, C'est pas tant le hasard, c'est... En fait, c'est ce que vous dites. Ça. Vous n'êtes pas dans le hasard pour construire l'innovation. Vous êtes dans l'organisation systémique de la recherche de tous les signaux faibles. Ce qui fait que, après,